je m'identifie comme créole louisianais. Vraiment, c'est la culture africaine. Ça se passe sur la Turquie. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion. Oui, on est live. OK, donc. Allô, bonjour quelqu'un? Hey. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, merci à tous les participants. Donc, moi, je suis Will. Je suis PDG de Télélouisiane, ici en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Et merci beaucoup à tous les participants, notamment Adeline et Jackson, pour nous avoir encouragés de faire une conversation en français pendant le confinement, parce que c'est vraiment important. Et comme je viens de dire, évidemment, on a des perspectives différentes. Nous sommes des francophones de l'Amérique, quelques Louisianais, et évidemment, vous allez vous présenter, quelques Canadiennes, évidemment. Mais puis, au début, ça serait intéressant pour chacun de se présenter brièvement pour dire où on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la situation simple du confinement. Et puis, après ça, j'ai quelques questions pour vous autres. Et au lieu de parler trop des détails du confinement, on pensait que ça serait intéressant de parler de nos rêves et de nos pensées et de comment ça a changé nos perspectives autour de la langue et de l'Amérique française et de la francophonie américaine. Oui, donc c'est bon pour quelqu'un? Oui. OK. Donc, OK, bon, donc je peux aller au début, juste brièvement. Comme j'ai dit, je suis Will à la Nouvelle-Orléans. Je suis le PDG de Télélouisiane et donc c'est une compagnie médiatique de la Louisiane francophone. On travaille sur le projet depuis 2 ans, un peu moins de 2 ans, plus ou moins. J'ai appris le français à l'école, mais aussi un peu dans ma famille. Ma mère et ma grand-mère parlaient français. Oui, et pour moi, oui, c'est toujours intéressant. Je savais qu'il y avait des liens avec le reste de l'Amérique française, notamment le Canada, le Québec, l'Acadie et l'Ontario. Mais ça a été vraiment récemment avec les manifestations en Ontario et aussi quelques expériences que j'ai eues avec le Centre de la francophonie des Amériques, pendant une de lesquelles j'ai eu le plaisir de connaître Laura. Mais c'était pendant ces 2 années que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de liens, pas seulement linguistiques, mais culturels, qui sont vraiment durables de nos jours entre les régions francophones de l'Amérique. Pardon. Donc oui, donc ça c'est moi. Et donc qui pourrait être peut-être Talib, tu pourrais être le prochain. D'accord. Mon nom est Tali. Je suis de la Louisiane et je suis un créole louisianais des Twitter et Facebook. Et j'aime la langue française parce que ma famille parle français et mes grands-parents, ma mère, mon frère et tout quelqu'un dans ma famille. Il parle français et créole. Ça fait j'aime la langue et je veux aider la langue en Amérique et aux États-Unis et au Canada et tout partout. C'est bon, merci. Donc, peut-être Adeline, une Canadienne, une franco-canadienne. Bonjour, oui, donc je suis Adeline, j'habite au Canada, mais je suis née en France. Donc, ça fait 18 ans que j'habite au Canada. Avant d'habiter en Ontario, j'ai habité au Québec. Alors, la surprise, quand j'étais au Québec, il n'y avait qu'au Québec qu'on parlait français. Pour moi, c'était normal, venant de France, ne connaissant rien de l'Amérique du Nord. C'est en déménageant en Ontario que j'ai pu voir qu'il y avait des francophones partout au Canada. Et c'est à force d'apprendre et de lire sur la francophonie canadienne. Je savais dans ma mémoire qu'il y avait des Acadiens, la Louisiane, c'était très, très vague. Je savais qu'on parlait français. Et grâce à Twitter, je vous ai trouvé. Et c'est là que ma connaissance donc, du français québécois est devenue canadien et devient américain du Nord et aussi Amérique du Sud. Sinon, bon, pour le moment, je ne travaille plus, mais j'étais enseignante de français langue seconde
Donc, j'adore partager ma langue maternelle, j'adore les accents différents, les langages différents. Je comprends à peu près le créole louisianais, comme le créole de l'île Maurice, mais les autres créoles, je ne comprends pas, pas du tout, du tout. Et parce que j'ai travaillé aussi dans une école francophone, donc il y avait tous les accents francophones du monde et c'est merveilleux. Moi, je trouve toujours ça merveilleux d'être à 6000 km de la France et de pouvoir parler en français avec tant de gens différents. Voilà. Merci beaucoup, oui, c'est formidable. Je suis tout à fait d'accord. Donc, peut-être Laura. Il faut allumer le son. J'oublie tout le temps, Adeline, on se suit sur Twitter, fait que c'est le fun de comme voir les visages derrière. Exactement. Donc moi, j'habite à Montréal, au Québec, puis j'avais participé quand j'étais ma première ou deuxième année de bac à la simulation du Parlement européen qui était à Edmonton. Donc, c'est quand même drôle de faire le Parlement européen à Edmonton, mais c'est parce que une année sur deux, c'est au Canada, une année sur deux aux États-Unis. Puis c'est là que j'avais rencontré plein de francophones à Edmonton. Puis là, j'avais trouvé que c'était une super belle expérience. Donc là, depuis, j'ai essayé comme de connecter avec d'autres francophones de d'autres provinces. Puis là, avec Will de la Louisiane, j'ai essayé comme de peu à peu élargir mon cercle depuis ce temps-là. Puis je suis bien contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je travaille à l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. Puis là aussi, je suis en contact avec pas mal de francophones de différents pays, différentes provinces. C'est bien, merci Laura et bienvenue. Puis peut-être Michael. Ouais. Je m'appelle Michael Gisclair. Je suis louisianais sur tous les réseaux sociaux. Et puis, je viens du la Fourche dans la Louisiane. J'ai toujours été entouré de la langue française, mais oui, et puis j'ai appris à parler le français quand j'étais jeune, là. Mais et puis dans ma jeune vingtaine, j'ai commencé à apprendre le créole. Je parlais créole 10 ans là, et puis je fais des affaires, je crée des contenus dans les langues d'héritage de la Louisiane. Ouais, c'est formidable. Et tu restes en Floride pour le travail, c'est ça? Mais tu es toujours louisianais de cœur, c'est ça? Exactement, c'est ça. Oui, il y a quelques autres comme Talib et aussi Tiffany et Joseph, ils parlent aussi un peu créole, des différents niveaux de créole, je devrais dire. Donc, Joseph, sois suivant. Ah oui, c'est à moi. Bon, vous me suivez tous, je crois, sur Twitter. Je suis un peu le mouton noir de la Louisiane franco-créolophone parce que je dis des choses que d'autres gens n'osent pas dire et je suis toujours très, très intéressé et très content de participer à ce genre de conversation. Voilà. Merci, bienvenue. Et puis juste Jackson et puis après Tiffany. Cool. Juste Jack, c'est correct. Non, c'est pas grave. J'ai eu ce problème quand j'étais à l'université. Tout le monde m'appelait Jackson. J'étais comme, non, Jack, à chaque fois. Mais moi, j'ai aucun lien avec d'origine avec la francophonie. Moi, je suis né à Atlanta. J'ai grandi complètement en anglais. J'ai commencé à apprendre le français à 12-13 ans.
Et puis, j'ai toujours eu une très grande affinité pour le français. Et j'étais conscient du fait qu'il y avait des francophones en Amérique du Nord. Et à un moment donné, j'ai eu une très bonne expérience d'avoir... Je suis allé dans le Minnesota, où il y a un très bon camp de vacances qui s'appelle Concordia Language Villages. Et là, je suis allé, ils appellent ça des villages. Donc, chaque langue a son propre camp et ce camp s'appelle un village. Donc, et il y avait comme 3 villages français avec comme un focus différent. Et moi, par accident complet, j'ai fini dans le village le plus sauvage, dans la forêt, on vivait dans des tentes. Et c'était aussi le village qui avait un focus plus sur le patrimoine francophone en Amérique du Nord en général. Et c'est où j'ai été exposé à cette histoire, à l'histoire des coureurs du bois, même des Français qui vivaient sur le Mississippi. Donc, j'avais beaucoup d'intérêt pour la francophonie nord-américaine à partir de ce moment-là. Et puis, je suis allé à l'université au Québec, d'où vient mon accent un peu bizarre, un peu américain, un peu québécois. Et j'ai étudié l'art. Je m'intéresse vraiment beaucoup aux langues. J'aime bien aussi les accents. Et qu'est-ce que je peux dire? Je veux pas trop parler. En termes de français louisianais, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai toujours été très attiré par la musique acadienne. À partir de 15 ans, j'écoutais Radio, par exemple. C'est un de mes groupes musicaux préférés. Et puis, ça m'a un peu mené un peu comme Adeline, ça m'a mené dans français québécois, français acadien, français louisianais. Donc, j'ai trouvé le folklore louisianais. J'aime vraiment beaucoup l'accent et le vocabulaire un peu différent. C'est intéressant. En tout cas, je vais arrêter de parler là. Non, c'est bon, merci beaucoup. Non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tant de richesse dans la francophonie louisianaise, mais on l'ignore beaucoup à l'extérieur, mais aussi en Louisiane. C'est un grand sujet. Aussi, ça a été intéressant, tu as dit les villages d'immersion, peut-être on va en parler plus tard, mais Assia en Louisiane est en train de construire un tel village qui s'appelle le campus d'immersion Saint-Luc, qui devrait être à Arnaudville dans les prochaines années, parce que l'immersion, vraiment, c'est très efficace pour l'apprentissage des langues. Donc, finalement, pour terminer, Tiffany, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Tiffany et j'habite à Scott. Et je suis encore dans la chambre. Je dois faire attention. mais je vais regarder et écouter à vous autres. Merci beaucoup, c'est bon. Et donc, et Tiffany, tu es créole de la Louisiane et tu parles créole aussi, c'est ça? Donc, c'est intéressant pour le monde. Cool. Merci, Tiffany. Donc, merci, tu quelqu'un. Donc, au début, je voulais te demander, pendant le confinement, à quoi tu penses par rapport à la langue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé avec ta relation avec la langue française? Je sais que de mon côté, ça a été intéressant parce que de temps en temps, c'est un peu différent pour vous autres au Canada, mais aussi même avec le Maine, c'est tout près. Donc, vous êtes plus proche de vous autres, en fait, des autres francophones. Mais nous autres, en Louisiane, de temps en temps, j'ai le sentiment qu'on est très loin. Mais avec le confinement, tout d'un coup, je me sens un peu plus proche des autres francophones parce que tout le monde est chez soi. Et donc, les relations en ligne, c'est la seule chose qu'on a. Oui, donc pour moi, ça m'a fait vraiment apprécier qu'il y a d'autres francophones de l'Amérique avec qui on peut échanger. Oui, donc qu'est-ce que vous en pensez?
tu disais être seul au fin fond de la Louisiane, parce que tu es loin de la frontière canadienne. Tu sais, moi, je vis en Ontario, dans une province anglophone. J'ai le même sentiment. Et encore là, bon, j'ai déménagé il y a 2 ans à Ottawa, donc on est proche de la frontière avec le Québec. Il y a beaucoup plus de français, les bibliothèques en français, évidemment, quand tout est ouvert, pas en confinement, les cinémas en français, les théâtres en français. Mais j'ai habité pendant très longtemps dans la banlieue de Toronto. Donc là, à Toronto, c'est multilingue, c'est très rare de parler français. Donc, on a les francophones canadiens qui vivent hors du Québec ont, je pense, le même sentiment que les Louisianais qui parlent français ou créole. Ouais, effectivement. Mais qu'est-ce que vous pensez? Je crois que Joseph, tu auras quelques idées, mais quand même, donc, dans les nombres, on est un peu comme les franco-ontariens. Mais comme ça, il y a des différences quand même entre les francophones de la Louisiane et les franco-ontariens, les francophones de l'Acadie. Mais qu'est-ce que tu en penses? Je crois que tu as des idées. Qu'est-ce que je pense de ces différences-là? Je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Tout le monde ne veut pas m'entendre parler de tout cela, mais pour en revenir à ta première question, relation à la langue et tout ça, évidemment, être confiné, ça nous amène à réfléchir beaucoup plus, à avoir beaucoup plus de temps libre pour écrire, pour réfléchir, etc. Et je suis d'accord avec toi au sujet du rapprochement que l'on peut avoir par le biais des réseaux sociaux, par le biais de Zoom et d'autres plateformes comme ça, ce qui est bien. Et je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter Camden Martin sur le podcast de French North America. Le truc est sorti hier. Et c'était justement ça, c'est cette notion d'interconnectivité des francophones en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir ces plateformes médiatiques qui nous permettent de garder le lien et de discuter, d'échanger et tout ça. Oui, vraiment, effectivement. Et oui, donc, j'avais une autre question. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose sur les réseaux sociaux et la connectivité en ligne? Parce que... J'ai pas envie d'être tangentiel, mais est-ce que j'ai envie... Comment? Vas-y. Vas-y. Mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai beaucoup de liens avec quelques différentes communautés qui sont centrées autour de la langue, notamment quelques langues constituées aussi. Et la chose que j'ai remarquée, c'est que pendant cette période, effectivement, c'est grâce aux réseaux sociaux. Oui, on est tous confinés à l'intérieur, mais en même temps, il y a comme les frontières n'existent quasiment plus. Et ce qui permet que les gens de partout peuvent tout d'un coup choisir de fonctionner seulement dans la langue de leur choix, ce qui n'est pas normalement le cas. Donc, un jour, je peux vivre seulement dans une langue et puis un autre jour, je peux vivre totalement dans une autre langue. Donc, je crois que c'est le plus grand changement que je vois. Je vais juste compléter ce que dit Jack. Moi, le changement, c'est que je vis en français 99% du temps. Comme je ne sors plus, je ne parle plus anglais. Donc, voilà. C'est ça. Et j'enseignais le français, langue seconde ou langue étrangère, dépendant de voter, et ça me manque beaucoup. Donc, si le confinement me donne l'opportunité d'aider des francophones, des francophiles de tout niveau à pratiquer leur français, je serais ravie d'aider parce que on est enfermé. Comme on dit, la seule chose qu'on a à faire, entre guillemets, c'est pratiquer la langue. Oui, effectivement. Oui, et donc, j'allais dire aussi, ça c'est très intéressant parce qu'en situation minoritaire, c'est vraiment difficile. On dit que de temps en temps, on a des commentaires sur nos réseaux sociaux qui disent « Parlez français, parlez français, parlez français, parlez français ». Et évidemment, ça c'est notre intention, mais quand on est en situation très minoritaire, ça peut être compliqué.
Et ça, c'est quelque chose qui est bien du confinement. Mais donc, je voulais vous demander des autres personnes qui vivent dans des situations minoritaires, notamment temps libre. J'ai vu quelques stratégies de toi en ligne. Qu'est-ce que vous faites pour utiliser le français le plus que possible pendant le confinement, mais puis pendant la vie normale aussi? Bon. Oui, vas-y, si tu as des idées. D'accord. J'utilise le français tout le temps et vous voyez, oui? Oui. D'accord. Ça fait, je parle en français avec mon famille et quand je parle avec mes amis, je parle en français un petit brin et si je n'ai pas compris, je change en anglais, au créole et puis j'essayais faire l'effet apprendre créole au français, mais il est polé et ça fait je parle avec le mot comme Joseph quelquefois et le mot comme Michael et le mot comme ça et j'aime parler français, j'aime charler avec eux, mais je vous vois un monde parle français encore. Et à cause du coronavirus, nous avons un talent qui apprend la langue encore. Ça fait, je pense, après le coronavirus, on va voir beaucoup de gens qui parlent la langue. Et comme en avion, je vais être capable de marcher de ces désirs. Non, c'est bon. Tu vas dire que tu vas étudier à Arnaudville, tu vas faire Saint-Luc. Ma pensée en créole, Non, oui, je comprends, oui. Je vous parler français avec vous autres, mais je vous changer en créole. Ça va, pas de souci. Non, c'est normal. Mais tu allais finir, tu allais dire quelque chose? Oui. Ah oui, c'est bon? Oui. Parce que je crois que... Non, mais je voulais juste répondre parce que c'est très intéressant. J'ai remarqué ça et je crois que c'est très important non seulement de trouver des façons de pratiquer le français soi-même et aussi le créole, évidemment, mais c'est intéressant d'encourager tes amis, ta famille, aussi de parler français. Parce que je crois que avec les Louisianais, de temps en temps, je pense qu'on ne fait pas assez de l'encouragement des autres. Parce qu'il y a beaucoup de Louisianais, je dirais, qui s'intéressent beaucoup aux Français louisianais, mais aussi, de temps en temps, il y a beaucoup de militants individuels, mais il faut, pour vraiment développer le français, il faut un mouvement, il faut être connecté, il faut un écosystème. Donc, avec des amis, avec une famille, ça peut vraiment, oui, Joseph, oui, tu es preaching to the choir, comme on dit en anglais. Mais oui, non, effectivement, c'est très intéressant, et particulièrement pour les jeunes, parce qu'évidemment, sans les jeunes, on ne va pas avoir un avenir pour le français. Oui, donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Ouais. Vas-y. Oui, là, je voulais mentionner quelque chose pour les réseaux sociaux, tout ça. Là. Et quelque chose que je vois, c'est... dans la Louisiane, nous autres, on a ce qu'on appelle des tables françaises. Jusqu'on se rencontre pour parler français. C'est tout partout dans la Louisiane. C'est beaucoup de villages ont des tables françaises. Et aussi,
et aussi, nous autres, on a des Franco Happy Hour. À juste qu'on se rencontre dans un bar ou quelque chose comme ça et on se boit et on boit, on se... Ouais, et on boit en français. Mais depuis la crise COVID, là, ils ont commencé des rencontres de Zoom, là. Et nous autres, on se rencontre une fois chaque semaine. Et surtout les mercredis, il y a une table française à Lafayette et puis deux Franco Happy Hour. Oui. Et c'est ça. Ça remonte le moral. Oui. Right? Is that c'est ça. It lifts. Ouais. Ça se lève. Ouais. So, c'est ça quelque chose qui est bien bon que je vois qui se passe là. Et puis là, ouais, qu'on va continuer ça après la crise là. Oui, j'espère aussi. Et je crois que je trouve ce que tu as dit intéressant parce que c'est aussi c'est une question évidemment de pratiquer, de parler, mais comme tu as dit, c'est aussi une question d'humeur et d'énergie parce que l'isolement, ça peut être difficile, particulièrement pendant ce temps-là, mais aussi comme Adeline a dit, pour les francophones en milieu minoritaire, c'est un peu le sentiment tout le temps. Donc, ça serait vraiment une bonne affaire de continuer des choses comme ça parce que, évidemment, on est beaucoup plus grand si on considère qu'on n'est pas seulement franco-louisianais, on est franco-américain. Donc, ça veut dire quelques millions de plus de personnes. Mais sur ce sujet-là, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez d'autres façons, quelles seraient d'autres façons pour fortifier, pour renforcer les liens entre les différentes régions francophones qui ne sont pas seulement en ligne, donc des échanges, des villages d'immersion, des trucs comme ça. Je dis ça parce que j'ai mentionné au début que j'avais fait deux programmes avec le Centre de la francophonie des Amériques qui est lié qui fait partie du gouvernement du Québec, ou au moins qui reçoit une subvention du gouvernement du Québec et évidemment qui promouvoir l'usage du français partout en Amérique. Et pour moi, c'était vraiment intéressant, pas seulement d'aller une fois à Québec et puis après à Moncton, où j'ai connu Laura. C'était pas seulement intéressant de pratiquer la langue là-bas et d'apprendre sur les médias et des autres sujets. C'était aussi très énergisant pour moi de voir que la francophonie, c'était pas seulement juste folklorique, c'était quelque chose de moderne, dynamique, intéressante, social. Et donc, ça m'a donné, après cette expérience, ça m'a donné beaucoup d'énergie de revenir en Louisiane et puis de continuer avec le développement de cette communauté. Donc, qu'est-ce que vous pensez dans vos expériences ou dans vos rêves, quels seraient des bons modèles pour encourager plus de relations entre l'Acadie, le Québec, l'Ontario, la Louisiane et les autres régions francophones, Haïti, etc. Non, vas-y, Talib. Je veux voir les communiquer, les communautés ensemble encore. Ça fait la vie louisianaise. Ça fait en Louisiane, on a un grand cinéma et on peut faire des portraits et
quelque chose comme ça en Louisiane, en français encore. Et comme la série en français, comme ça. Et je vois la télévision comme LPB, il y a une série, ça c'est au Québec. Pour les enfants. C'est l'Ontario, oui, c'est l'Ontario actuellement. Ah, oui. Ontario. Oui, mais ça c'est pour les enfants. Et ça c'est en français et c'est tout en français. Mais nous gagnons comme trois séries en Louisiane qui parlent français. Et ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Oui. Il faut en faire plus. Oui. Donc, il faut en parler après ça parce que, et Joseph notamment a fait un commentaire sur un tweet du lieutenant-gouverneur qui a dit qu'il faudra un grand effort pour investir dans les industries de l'État pour récupérer le développement économique. Et Joseph a dit que oui, donc c'est important d'investir dans l'industrie francophone, les industries francophones, l'économie franco-louisianaise et notamment dans les médias. Donc oui, il faut des efforts et je crois que c'est vraiment intéressant évidemment de diffuser des programmes canadiens, mais c'est très intéressant de créer aussi en français en Louisiane et de faire des coproductions avec le Canada. Donc, on a fait quelques exemples de ça jusqu'à présent avec Télélo, mais oui, il faudra beaucoup plus. Il faudra beaucoup plus. Oui. C'est vraiment une question de sensibilisation auprès non seulement des Louisianais qui parlent déjà français, c'est notamment une question de sensibilisation auprès des décideurs politiques parce que au niveau du gouvernement, les élus, les gens qui travaillent dans le tourisme, tout ça, pour eux, le français, c'est quelque chose de folklorique. Ils ont tellement, depuis une soixantaine d'années, entendu que le français que l'on parle en Louisiane n'est pas du tout compréhensible par les Français ou les francophones d'ailleurs, tout ça. Et comme on le sait bien, ce n'est pas vrai. Donc, c'est une question de rééducation de beaucoup de gens, de montrer qu'il y a effectivement des gens de toutes les couleurs, de tous les âges, qui parlent français, qui parlent créole en Louisiane, et ça prend vraiment un mouvement du terrain, c'est un mouvement politique, c'est une mobilisation, toujours est-il qu'on n'a pas réussi à convaincre les gens de la nécessité de le faire. Oui, effectivement. Et je voulais demander à Jack, peut-être parce que tu as dit que tu n'es pas louisianais d'origine, mais c'est un peu le français, c'est un peu ce qui t'a fait intéresser à la Louisiane, ce qui t'intéresse de la Louisiane. Parce que de temps en temps, les élus ne savent pas qu'il y a tant de gens qui viennent en Louisiane pour le français et pas seulement pour le manger. Meilleure expérience récemment, j'ai voyagé en Louisiane pour la première fois. Je suis allé avant, dans le passé, ça fait plusieurs fois que je suis allé en Louisiane pour visiter la Nouvelle-Orléans et on me dit que je n'ai pas vraiment visité la Louisiane. Donc, la dernière fois, quand j'ai visité l'État, j'ai décidé que j'allais aller hors de la ville et voir comme des villages. Donc, et la meilleure expérience de ma vie, peut-être, au moins de mon voyage en Louisiane, était un soir, j'étais avec ma fiancée, qui est québécoise, et sa famille. C'était moi, sa sœur et sa mère. Et nous étions à Houma et on a arrêté dans un petit bed and breakfast et on a demandé à notre hébergiste où on pouvait trouver quelque chose à faire en français dans le coin et il nous a dit d'aller au Faire Dodo. Donc, nous sommes allés et c'était excellent. C'était le seul endroit où on parlait français. Et, pardon, Joseph? C'était au Jolly Inn.
Ça se peut, ça se peut. Yeah. Donc, non, effectivement, je suis allé pour ça. Je suis allé pour vraiment voir, tisser ces liens. Quand nous avons visité Lafayette, c'était au village cadien. On n'avait pas beaucoup de temps, fait que c'était la seule chose qu'on a visité, mais c'était excellent. Et moi, comme le nerd que je suis, j'ai acheté comme 20 livres sur le français louisianais. C'était comme ça. Donc, oui. Oui, c'est cool. Ouais, c'est vraiment, parce que pour nous autres, c'est important du côté culturel parce qu'il y a tant de choses qui sont liées à la langue, mais aussi du côté économique, c'est clair, parce que on peut être un État du Sud ou on peut être la Louisiane. Donc, je crois que par rapport au tourisme, mais beaucoup d'autres raisons, étant la Louisiane, on est mieux positionné. Oui. Donc, je voulais te demander à Laura si tu as des idées là-dessus, notamment parce que tu t'occupes d'un réseau des chercheurs au Canada, un réseau francophone. Donc, qu'est-ce que vous faites pour encourager des échanges, encourager des bonnes relations dans la communauté qui pourraient être adaptables pour toute l'Amérique française? Oui, un des éléments qui sort tout le temps, c'est un peu d'avoir un lieu pour identifier qui sont les francophones. Souvent, c'est toujours ça qu'on me demande. On me dit « J'aimerais tellement ça, travailler avec un chercheur francophone d'une autre province. Tu connais-tu quelqu'un dans tel domaine? Tu connais-tu? » Parce qu'il n'y a pas de répertoire officiel. Donc, je pense qu'il faudrait des lieux, que ce soit un groupe Facebook où il y a tous les francophones ou quelque chose comme ça qui permet que si tu veux collaborer, c'est facile de trouver. Tu peux dire « J'ai tel projet, est-ce qu'il y en a qui veulent embarquer? » Sinon, ça se fait plus au compte-gouttes. « Moi, je connais un tel, mais c'est dur de trouver les gens, des fois, dans son domaine, Donc, il faudrait un moyen d'avoir ça un peu comme réseau. Sinon, je pense que c'est sûr comme comme vous disiez un peu, vivre la francophonie, c'est bien de la lire, mais je pense qu'il faut avoir rencontré plusieurs francophones d'un peu partout pour vraiment comme s'attacher, puis là, vouloir continuer, élargir son réseau, garder le réseau, tout ça. Puis je me demande si les réseaux en ligne suffisent pour faire ça ou s'il faut qu'il y ait des rencontres en personne de temps en temps. Je ne sais pas s'il y en a qui ont juste eu ces contacts en ligne puis que ça a vraiment forgé le réseau. Fait que je trouve aussi que toutes les expériences jeunesse, comme tu parlais, Will, là, moi, je trouve que ça marche tellement bien. Là. Tous ceux qui ont fait, mettons, les Jeux de la francophonie, la simulation du Parlement européen, des échanges d'entrepreneuriat en français, c'est ça fait vraiment, je trouve, des relations durables. Puis sinon, avec les jeunes, on avait eu une consultation, puis tout le monde disait qu'il faudrait un TGV au Canada pour faciliter les déplacements puis qu'il soit moins polluant pour garder nos réseaux. Fait que c'est des pistes un peu. Oui, c'est drôle que tu dis ça parce que je faisais des recherches sur ça un peu l'autre jour et j'ai constaté qu'il y a une ligne de la compagnie canadienne des trains qui vient du Canada jusqu'en Louisiane, en fait, jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Mais c'est seulement pour le cargo, on pourrait dire, pour les objets. C'est pas pour des personnes. Mais peut-être un jour, ça serait pour des personnes. Ça serait une très bonne affaire. En ce moment, c'est comme traverser le Canada, c'est plusieurs jours si tu le fais en train. Fait que c'est pour ça aussi qu'ils disent qu'il faudrait un TGV. Il faudrait plus que ce soit plus rapide. Oui, c'est ça. Et c'est drôle parce que, c'est intéressant parce que c'est un peu random, comme on dit en anglais, mais la France a construit le premier TGV en Afrique au Maroc. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils ont choisi le Maroc probablement parce que là-bas, ça parle français. Et je crois que c'est une bonne leçon pour nous autres. Je ne sais pas si on va avoir un TGV de la France en Louisiane prochainement, mais quand même, la langue, ça donne des intérêts économiques. Oui, donc, est-ce qu'il y a d'autres idées pour comment mieux collaborer entre les Franco-Américains? Où est-ce qu'on a perdu Adeline? Oh non, elle est là. Ah oui, oui, tu es là, Adeline. Je voulais juste rebondir justement. Moi, comment j'ai découvert les francophones d'Amérique, c'est grâce au Centre de la francophonie des Amériques.
C'est ce qui m'a permis de découvrir que jusqu'en Argentine, au sud du pays, au sud de l'Amérique du Sud, on parlait français. Parce que, Et la directrice est en train de nous regarder là tout de suite. Bonjour Joanne, comment vas-tu? Vive le centre! Oui, merci à vous. Parce que, par exemple, Joseph parlait tout à l'heure du fait français en Louisiane, que c'est folklorique. On a les mêmes combats en Ontario depuis 12 ans. Je me bats en ligne, comme disait Laura, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de militants franco-ontariens comme moi. J'ai fait des entrevues à la radio, j'ai fait des entrevues à la télévision. Depuis 12 ans, on répète la même chose. Les gouvernements anglophones nous disent: vous n'avez qu'à parler anglais. Le français, c'est folklorique. Vous êtes seulement 600 000 franco-ontariens au milieu de 15 millions d'anglophones. Et là, je ne sais pas si vous le savez, mais Santé Canada a autorisé pendant la pandémie l'étiquetage unilingue, donc seulement en anglais, de beaucoup de produits chimiques. Je ne peux pas comprendre. Et après cette annonce, on a vu que des personnes anglophones s'étaient intoxiquées parce qu'ils avaient mal compris le mode d'emploi. Alors, imaginez quelqu'un qui ne parle pas ou mal français. Donc, je pense que dès qu'on vit dans un milieu minoritaire anglophone, on doit se battre pour prouver que non, on n'est pas folklorique. On a des écoles en français, on vit en français. Et comme nous, on a des écoles d'immersion, donc comme chez vous, on vit en anglais, mais on apprend le français. Mais on a des écoles francophones où on parle en français. Et ça, c'est très, 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 très peu connu. Et je trouve ça dommage. Bon, je laisse la parole aux autres. Non, merci. Non, mais c'est très intéressant. Oui, vas-y, Joseph. Nous, en Louisiane, c'est un peu la corde raide qu'il faut se tenir en équilibre dessus, parce que nous n'avons pas du tout le concept de minorité linguistique. Ici, c'est tout nouveau, en fait, que l'on commence à utiliser ce terme, minorité linguistique, etc. Et beaucoup de gens pensent à tort que le français est langue officielle en Louisiane. Ce n'est pas le cas. Le français a un statut légal, mais ce n'est pas une langue officielle. Et du moment où l'on essayerait d'officialiser le français, c'est perdu, parce qu'à ce moment-là, les gens vont revenir derrière pour officialiser l'anglais. Et là, donc, on est vraiment entre l'arbre et l'écorce sur beaucoup de questions. Et vous avez des modèles chez vous au Canada que nous n'avons pas ici. Vous avez des structures francophones pour soutenir dans les communautés, dans les provinces et dans les villes. Nous, on n'a rien de cela. Donc, c'est un peu que le tout le temps ici, quand on essaie de monter des projets, et c'est ce qui rend difficile pour nous ce genre de partage ou de construire des projets avec des partenaires canadiens ou français ou d'ailleurs, parce que nous n'avons pas les mêmes modèles. Et les modèles et les structures sont complètement... il n'y en a pas, en fait, ici. Oui, mais même nous, on a la loi donc, qui a 50 ans sur les langues officielles, qui fait que le français est aussi une langue officielle. Mais tous les jours, la langue française se fait marcher dessus. Ils n'en ont rien à faire. Nous sommes une extrême. On a le non-minorité linguistique, mais ça ne change rien. Il n'y a qu'à regarder au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue depuis 30 ou 40 ans. Et le Nord est monolingue. C'est ça. Voilà. Le Premier ministre ne parle pas anglais. Voilà. Donc, tu sais, oui, nous avons des modèles, nous avons des lois, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Mais je comprends à quel point ça doit être encore plus difficile quand vous n'avez rien et vous partez de rien. Ouais. Effectivement, c'est ça. Je crois que c'est ça ce qui est important. Il faut avoir l'infrastructure, mais aussi la mobilisation de la communauté, parce qu'on a constaté ça. C'est un peu ça avec ton commentaire, Joseph, auprès d'un investissement potentiel de l'État. On ne va pas faire ça sans la pression populaire. Et donc, oui, c'est un peu... On est dans une situation différente, mais il faut mobiliser la communauté quand même. Oui.
l'autre chose que j'allais dire, que ce qui est un peu différent, c'est un peu lié à ce que vous avez dit, et que je crois que les relations entre la francophonie américaine, mais aussi entre la francophonie en général, ça nous donne évidemment un argument économique, parce qu'on peut dire l'investissement, le tourisme, le commerce, mais aussi je crois que ça peut nous donner un argument symbolique. Et donc, je crois que ça serait vraiment intéressant d'explorer l'idée d'avoir un sommet franco-américain avec les chefs des grandes régions francophones de l'Amérique ou des nations même. Parce que je ne suis pas trop au courant, mais je sais qu'au Québec, le moment quand le général de Gaulle est venu pendant, je ne sais pas, les années 50 ou 60, c'était vraiment un moment, c'est juste un exemple, mais c'était un moment pas mal important pour l'idée que, oui, c'est un vrai combat et c'est reconnu par le monde. Et je crois que, par exemple, pour nous en Louisiane, ça serait vraiment une bonne affaire de montrer que on est invité à un sommet avec les premiers ministres du Nouveau-Brunswick, du Québec, peut-être Premier ministre de l'Haïti et tout ça. Mais oui, je crois que ça serait intéressant. On a la participation dans l'OIF, qui est un bon début, mais il faut plus, en fait. Il faut davantage. Moi, je dirais en tant que Française, Canadienne, ce que je connais, c'est de la Louisiane. C'est les Acadiens, le grand... j'oublie toujours la déportation. On n'a aucune idée qu'au créole, vous êtes noir, vous êtes marron, vous êtes de toutes les couleurs. Pour les Français et les francophones, en général, ils sont blancs et ils parlent français. Le créole louisianais, on ne le connaît pas. Il y a ça aussi, je pense que vous avez énormément de travail, j'en parlais l'autre fois avec Joseph, je crois, sur Twitter, à faire, à vous faire une image de marque, déjà à l'intérieur, mais aussi dans la francophonie. Parce que les Louisianiens, c'est les Acadiens, les pauvres qui ont été déportés, mais il n'y a pas que. C'est ça. Effectivement. Tu vois que mon front, là, c'est tout rouge, hein. Oui. Et Tanlib, est-ce que tu as une idée là-dessus? Parce que je sais que tu parles créole, tu te considères créole. Qu'est-ce que tu penses de ça, qu'on oublie beaucoup les créoles quand on parle de la Louisiane francophone? Répétez. Qu'est-ce que tu penses de ça? Adeline a dit que normalement, quand on pense de la Louisiane, on dit des Cadiens, et on ne pense pas trop des créoles. Mais pourquoi est-ce que c'est important de montrer que la créolité, c'est aussi une grande affaire ici en Louisiane? Je pense que c'est important parce que, notamment en Louisiane, il voit une personne qui a mon couleur et il pense qu'il parle français, qui parle créole. Mais moi, j'ai grandi en français. Et mon papa, il était grandi en français. Mais à ce temps, je parle créole. Je parle créole beaucoup. Et comme les Cajuns, il dit parle Cajun, mais le mot en Poquépé, il parle pas Cajun parce qu'il est créole. Il est tout créole. Et en Bâton Rouge, il parle français. Aux Appalousas, c'est pas créole et français. Parce que nous gagnons les Cajuns, les créoles. Et ça fait, je pense, nous besoin montrer le mot que le français et le créole, c'est différent. Oui, c'est différent, mais c'est, à la base, dans le créole, il y a des mots français différents. Je sais que c'est différent, mais vous existez, parce que c'est ça pour moi, avant de lire sur la Louisiane, c'était des gens comme Joseph qui parlaient français comme moi. Mais il y a le créole, il y a les Cajuns, ça change selon les régions, et ça, on ne le connaît pas. Mais tu te rappelles ce matin, Talib, j'ai dit sur l'un de tes tweets, alors que tu parlais de ces soi-disant différences,
à l'époque, il existait une diversité francophone et créolophone en Louisiane qui était pareille à la diversité anglophone que l'on retrouve aujourd'hui, de village en village, de région en région, de famille en famille. On avait toute cette diversité. Et aujourd'hui, on a l'idée que c'était comme ça, que c'était complètement statique dans un bocal, que ça ne bougeait pas, ça bougeait tout le temps, ça continue de bouger. Et pour le français et le créole, ça existait toujours en parallèle, même chez les Blancs en ville, les Blancs qui vivaient dans les plantations. Leur langue maternelle, ce n'était pas le français, c'était le créole. Parce que qui les élevait, ces enfants blancs? C'était des femmes de couleur qui étaient toutes en esclavage. Et ils n'étaient pas les créoles, ils n'étaient pas que les français, ils n'étaient pas les français, ils n'étaient pas les créoles d'un milieu. Ouais, effectivement. Non, mais c'est vraiment, c'est très, très intéressant. Et au moins, ce qui me donne de l'espoir, c'est que je crois que finalement, ça commence à bouger un peu, heureusement, grâce aux efforts des gens comme Joseph, mais aussi Christophe Landry, la communauté créole, mais aussi, évidemment, tu nous as, en fait, tu es quelqu'un de notre génération qui essaie de changer les mentalités, mais aussi changer le narratif, changer l'histoire, le récit. Je crois que c'est très important. Et par exemple, pour moi, personnellement, par exemple, Jack, tu as dit tu n'as pas des racines françaises. Moi non plus, je crois pas. Peut-être un ancêtre, mais majoritairement, non, j'ai pas des racines françaises. Mais quand même, ma grand-mère était espagnole. Mais quand elle est venue en Louisiane, il y avait beaucoup plus de francophones. Donc, elle a appris le français ou elle a utilisé le français. Ma mère a étudié une année en France parce qu'on a un système de droit civil ici aussi, comme en France. Donc, elle parle français aussi. Donc, c'était juste une affaire culturelle à cause du fait que je suis louisianais. Et donc, en anglais, il y a une expression on dit pour vaincre l'ennemi, il faut séparer et vaincre. Donc, divide and conquer, ça, c'est ce qu'on dit en anglais. Et je crois qu'on essaie de faire ça avec les communautés linguistiques. Et donc, il faut dire chaque fois que le français, c'est quelque chose qui appartient à tous nous, les créoles, les Acadiens, les Louisianais, quelqu'un. Oui, donc je crois que c'est très important. Oui. Tiffany, on te voit. Bonjour Tiffany. Salut. Bon. Salut. Tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu penses de ça, Tiffany, de l'importance de l'identité créole en Louisiane? To what? I'm sorry. What's the importance of de l'identité créole en Louisiane? Oh, c'est très important. Comme moi, aussi, je suis une personne s'appelle créole louisianais, mais mes grands-parents parlent français louisianais. So they didn't speak Creole, but I'm a Louisiana Creole. So, yeah. Donc c'est compliqué. Yeah. So, but the identity is very important. Like les gens de couleur de Nouvelle-Orléans parlent français textbook français. So, you know. Exactement. À l'école, c'est le français parisien qui est enseigné. Le français. C'est ça, le français normatif, on dit. Normatif, voilà. Ici, on dit français parisien ou le français international. Yeah, international. Quand j'enseignais à des néo-canadiens qui venaient de Chine, de Russie, de tous les pays du monde, la première question qu'on me posait, je vais apprendre le français québécois ou le français international? Voilà, selon le niveau des apprenants, je leur disais, écoutez, on va commencer la base, le français international, parce qu'on a tous la même base, mais comme on vit au Canada, je vais vous apprendre des mots et des expressions québécois, parce que je les ai appris, j'ai souffert pour les apprendre, vous allez apprendre aussi. C'est normal. C'est très important voilà. de parler la langue du pays. Mais tu sais que quand on dit français parisien, mais je rigole à chaque fois que j'entends cela.
il y a Moi plus aussi. de 50 accents Je constatés déteste à Paris. cette expression. Dans Paris, il y a 50 accents. Donc, quand on va parler français parisien, ça veut dire quoi? Je sais. Oui. C'est pour ça que je préfère le français international, qu'on parle au Maroc, en Belgique, n'importe où. Oui, oui, c'est un sujet très intéressant. Et moi aussi, je crois que c'est un bon modèle, ce que tu as dit, Adeline, d'enseigner le français normatif, mais puis de donner du couleur régionale. Et je crois que ça, c'est ce qu'on fait un peu à Sœur en Louisiane. On enseigne le français normatif à l'école. Moi, je voudrais plus de louisianisation. Je crois que comme la majorité de nos profs ne sont pas louisianais, c'est difficile de donner des exemples des paroles de la Louisiane, mais on commence à les faire. Shout out Ashley Michaud, elle le fait très bien, je crois. Donc, elle enseigne le français normatif, mais elle enseigne aussi des particularités louisianaises, qui est très importante. Oui. Mais je crois aussi, hors de la classe, avec les médias, les réseaux sociaux, des gens qui ont appris le français à la maison, pas à la maison, pardon, à l'école, on commence à connecter avec la littérature louisianaise, avec des vieilles vidéos qui ont été faites en français au créole louisianais. Et donc, nous autres aussi, on commence à apprendre les particularités, les régionalismes de la Louisiane. Ah oui. Je parle français. Quand je suis arrivée au Québec, je ne comprenais pas. Ça m'a pris 6 mois pour les comprendre. Vous pouvez imaginer, 6 mois, j'avais l'impression qu'ils parlaient une langue étrangère. Parfois, j'en aurais pleuré. Et on parlait la même langue. Donc, Ah non, mais je sais, même en France, il y a toutes ces variétés. Tu vas vraiment au fin fond de la campagne, en Auvergne ou en Normandie ou dans le Midi. C'est extrême, là aussi, c'est extrême comme exactement. Donc, voilà. C'est ce qui fait la richesse de la francophonie. Ouais. C'est toute la couleur, c'est toutes les textures. Et le fait que l'on puisse, comme ça, se réunir autour d'une table virtuelle et de discuter de cela, je ne pense pas que j'ai jamais vu des anglophones faire un truc pareil. Donc, on a cela en francophonie, c'est ces discussions, c'est la découverte de ces particularités, de ces régionalismes, de tout ça, ce qui fait la beauté de ce que nous sommes. On aime parler, on aime débattre, on aime découvrir, on aime apprendre. Je pense que pour moi, l'anglais, c'est une langue pratique. C'est une langue, je suis pratiquement bilingue, mais je ne suis pas attirée par la littérature anglaise. C'est pas quelque chose qui me parle du cœur. J'ai appris l'anglais à l'école, mais c'est comme vous apprenez le français normatif en Louisiane, mais le français qu'on parle dans la rue, c'est pas du tout la même chose. C'est la même chose pour l'anglais. Quand j'ai dû apprendre le slang en anglais, j'étais perdue aussi. Donc, je pense que c'est valable pour toutes les langues. Ouais, effectivement. Oui, et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, non, je crois que oui, c'est un point important que la langue, c'est très important pour les liens entre les gens. Et c'est aussi ça, en fait, parce que j'ai appris le français quand j'étais pas petit, mais quand j'étais au lycée. Puis, c'était plus tard dans ma vie, après l'université, que le français m'a attiré encore. Et c'était justement ça, c'est cette partie, la solidarité, la communauté, les liens entre les personnes, ce que je trouvais très intéressant, notamment en Louisiane, où on a beaucoup de divisions à sœur politique, raciale, régionale, mais avec le français, avec la culture, ça c'est quelque chose que nous avons en commun. Je le trouve très, très beau. Donc, on va bientôt finaliser. Donc, je voulais juste donner à chaque personne quelques mots pour finir. Laura devait nous quitter pour notre réunion, mais elle a dit qu'on devrait avoir un grand rassemblement francophone au prochain congrès mondial acadien. Je le trouve une très bonne idée. Mais oui, donc vas-y, chaque personne, quelques mots pour terminer. Moi j'ai juste une question. Jack, pourquoi tu as appris le français? Je sais, c'est une grande question, mais pourquoi tu as appris le français? Oh, c'est une longue histoire avec beaucoup de raisons. Pour la prochaine fois. Oui, pour la prochaine fois, oui. Parce que tu disais, c'est un peu un effet de boule de neige. À un moment donné, j'ai commencé à l'école et puis j'ai beaucoup d'amis. Et là, j'ai
Moi, je pense en termes de langue parce que c'est comment mon cerveau fonctionne. Donc, moi, j'ai des amis quasiment catégorisés par langue. J'ai des amis avec qui je ne peux pas envisionner de discuter en anglais parce que c'est pas la langue avec laquelle c'est pas la langue qu'on parle ensemble. Donc, j'ai des amis et on est tous américains, peu ou pas de lien avec, pas d'origine française, pas d'origine canadienne, franco-louisianaise. Et quand même, on discute tous en français ensemble parce qu'on est tous des animateurs dans ce fameux camp de vacances dont je parle. Et dans d'autres langues aussi. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Okay. Merci. C'est cool. Oui, en fait, aussi, on commence à adopter cette habitude en Louisiane aussi. Je crois que ça a changé pour notre génération parce qu'auparavant, donc, je dis que de temps en temps, il y avait des francophones louisianais qui se parlaient en anglais parce que c'était plus facile. Et, par exemple, moi, quand je vois Joseph, quand je vois Michael, c'est en français. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Bravo. Ouais, merci. OK, donc, Michael, quelque chose pour terminer, quelques idées ou... Non. Ouais, peut-être, mais je voulais dire que tout commence à la maison, oui, mais ça continue dans la communauté. Dans l'économie et on a besoin d'aide dans tous les réseaux, tous les domaines. Exactement, c'est ça. Oui. Le gouvernement, bien sûr, les écoles, oui, mais ça va prendre un changement de mentalité. Mais oui, ça, tout commence à la maison. Et je pense à tout ça parce que je serai papa dans quelques semaines, mais merci. Mais je ne peux pas espérer pour parler en français avec mon petit, mais je sais que ça sera beaucoup plus difficile quand il commence, quand il sort de la maison. Comment dire en anglais, it takes a village to raise a child. Yes. Ça prend tout un village. Ouais. Mais c'est bon, félicitations. C'est bon. Et aussi, il y a Rachel Perry-Kiefer de notre équipe à Talélo. Elle vient d'avoir deux enfants aussi, des jumeaux. Et donc, elle est après faire la même chose avec les levées bilingues. Et oui, donc tu devrais parler avec elle, oui. C'est bon. Ouais, donc shout out Rachel aussi. Donc, Adeline, quelque chose pour terminer? Moi, je vois qu'en vous écoutant, on a énormément de points communs. Comme disait Michael, c'est la même chose ici. Les enfants parlent français dans la maison, mais dès que tu ouvres la porte, tu parles en anglais. Et là, je lisais, il y a beaucoup de petits franco-ontariens qui ont un papa anglophone, une maman francophone. Et ils parlent quoi? Ils parlent anglais à la maison. Donc là, ça fait 2 mois qu'ils ne sont plus à l'école et le niveau du français diminue parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer. Mais comme disait Michael, il faut une communauté. Mais l'Ontario est immense. Nous avons à Ottawa, dans le nord de l'Ontario, partout, nous sommes éparpillés. Et comme en Louisiane, je pense que la taille de nos pays n'aide pas malheureusement à pratiquer le français. Donc, heureusement, nous avons les réseaux sociaux pour ça.
parce que c'est pas facile. Voilà. Nous vivons entourés d'anglophones, mais nous survivons. Ouais. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Adeline. Et oui, Joseph. Bon, comme toujours, c'est un plaisir de faire ce genre de partage avec vous et de discuter, d'entendre de vive voix les différentes voix, les différents accents, les différentes expressions et de partager. C'est un peu ça le principe de l'humanité, c'est le partage. Donc, merci beaucoup de tout ce que vous apportez à cette discussion. Ouais, merci à vous. Et merci à toi. Et Talib? Talib, tu peux parler créole, je comprends. Je dis la langue anglaise et French with a bad accent. Ça fait si vous voulez comment parler français, vous pouvez apprendre et parler dans la maison et parler avec votre famille et comme ça c'est tout. Oui, ça se fait comme ça. Oui, je crois que tu es un très bon exemple. Tu devrais inspirer les autres lycéens, les autres gens dans l'université. Ouais. Donc, Jack, finalement, en Géorgie. Merci. J'ai vraiment aimé ça. J'espère qu'on peut refaire ça à un moment donné. Recommencer, oui. Puis, j'ai vraiment aimé ça. J'aime ça voyager, mais puisqu'on ne peut pas faire ça, c'est un autre choix. Puis, oui, non, j'ai hâte pour l'avenir. Puis, je veux continuer à tisser ces liens avec la Louisiane, parce que c'est un peu, pour moi, ça représente un peu le mélange parfait de toutes les choses que j'aime sur la francophonie. Et avec, en tant que quelqu'un qui vient du Sud, c'est bien d'entendre le français dans un contexte sudiste. C'est parfait pour moi. Puis, bon, je peux rien d'autre dire à part ça, mais donc j'ai un lien bizarre avec ça, mais je vais continuer à lire l'histoire, écouter les voix, puis revenir un jour. Oui. Soyez le bienvenu. Non, mais merci beaucoup. Et je crois que c'est très intéressant ce que tu as dit. Par exemple, dans notre slogan, on dit la plateforme des Louisianais tout partout. Donc, ça veut dire les gens qui viennent de la Louisiane ou des gens qui s'intéressent à la Louisiane, parce que c'est une culture qui attire beaucoup de gens, je crois, notre gombo au sud du Mississippi. Mais oui, donc, et aussi, merci beaucoup. As-tu quelqu'un, des nouveaux visages, des visages qu'on connaissait déjà? Et puis après, on aimerait bien faire ça encore. Et puis, j'espère après ça, on se voit en personne prochainement. Ça serait un plaisir de vous voir tous chez nous. Très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Bonne soirée. À très bientôt. À la prochaine. Soirée, les amis. À la prochaine. Merci, les amis. Voyez vous autres.